Bonjour à tous. Dans cette vidéo, qui est la première d'une série de 5, on va reprendre les bases de la compilation de code C et on va aussi reparler des bibliothèques standards. Alors cette vidéo, elle fait partie d'une série donc de 5 vidéos qui font partie elles-mêmes du cours de programmation de système temps réel à l'ISIB. Et l'objectif de ces 5 vidéos, c'est d'arriver à faire de la cross-compilation et du cross-développement en fait de manière plus générale. L'objectif, c'est de faire de la cross-compilation pour Raspberry Pi avec l'IDE Eclipse sur votre machine de développement. Lorsqu'on fait de la compilation sous Linux, on va parler uniquement de ce qui se passe sous Linux dans cette série de vidéos en fait. D'abord, on va commencer par le cas le plus simple, le cas où on a un seul fichier source. Mettons, on va l'appeler source1.c. Donc, on a un fichier source qui est donc un fichier texte. La première étape, c'est la compilation. Chaque fichier source.c va être transformé, compilé en un fichier .o. Et ce fichier .o contient déjà du code machine, donc des instructions assembleurs, dont la nature dépend de l'architecture du système sur lequel vous êtes. Alors, si vous faites du développement sur votre machine, que ce soit un PC de bureau ou un PC portable, c'est très probablement du développement pour architecture x86-64 Intel. Le processeur ARM, ce sera notre cible à la fin des tutoriels. Pour l'instant, on va se focaliser sur le x86-64. Bref, vous aviez un fichier source.c, on va le transformer en un deuxième fichier source.o. Et tout ça, ça va former un exécutable Unix, qu'on va par exemple appeler mon programme. L'exécutable Unix, il contient aussi les instructions assembleurs, et qui sont donc d'un certain type. On va passer tout de suite à l'exemple d'une compilation très simple dans Eclipse C++. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de vous montrer comment compiler du C, ça, évidemment, vous savez déjà faire. L'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on fait ça dans Eclipse, vraiment. Donc, c'est un petit tuto avec des manipulations. Et surtout, ce qu'on va aller faire, c'est aller chercher des informations supplémentaires sur les fichiers compilés par Eclipse. Ok, nous voilà dans Ubuntu, version 20.04, avec Eclipse déjà installé. Alors, je considère pour ces vidéos que vous avez déjà l'IDE Eclipse C++ qui est installé, qui fonctionne avec la version de Java qui va bien. On va ouvrir Eclipse. Ça peut prendre un petit peu de temps, ok. Et Eclipse ouvre un workspace par défaut, donc ça c'est à vous de le définir. Le mien ici par exemple, il est tout simplement dans mon dossier personnel, ici. Si on regarde ce qu'il y a dedans, je l'ai vidé avant de commencer la vidéo, donc pour l'instant il n'y a rien du tout. On va créer un fichier, un projet C++ très simple, donc on va dans New C++ Project, et on va faire un Managed Build C++ Project. Ok, donc là il y a quelques infos à remplir. On va créer un projet qui dit déjà Hello World, c'est plus sympa. Et on va pas faire du cross GCC, on va faire du développement classique, donc du GCC normal pour Linux. GCC, c'est le compilateur et linker le plus standard sous Linux. Le projet, pour que ça colle à ce qu'on a vu juste avant, on va l'appeler mon programme. On l'installe dans la default location, donc dans le dossier du workspace lui-même. Et c'est parti. Alors pour vérifier que tout se passe bien, là pour l'instant il y a quelques erreurs, mais c'est l'autocomplétion qui peut mettre parfois un certain temps. Donc on voit qu'on avait le C++ indexer en bas, mais là il a disparu, il a terminé. Alors on build le projet, pas d'erreur évidemment, c'est un projet par défaut, et puis on peut le débugger pour voir que tout fonctionne bien. On va lancer une application C++ locale, très simple pour l'instant. Et donc là, on est passé en mode de debug dans Eclipse. Vous voyez qu'en fait, on a deux vues dans Eclipse. Il y a la vue classique et la vue debug avec le petit insecte, le bug. Alors en mode de debug, Eclipse par défaut met un breakpoint à l'entrée du programme. Si on veut que le programme s'exécute vraiment, du coup, on le relâche avec resume ici. Donc là, le programme dit bien qu'il est content. L'exit value, c'est 0, donc tout s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer, en réalité. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est quelques commandes utiles pour aller voir en fait la nature des fichiers qui ont été compilés. Donc pour ça, on va sortir du mode debug, on revient là,
Et on va ouvrir un petit peu notre projet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les sources, elles sont dans le sous-dossier src. Et donc en fait, la seule source qu'on a pour ce projet, c'est un fichier qui s'appelle monprogramme.cpp. Ce fichier source, on va tout de suite aller le rechercher dans l'explorateur de fichiers de Ubuntu. Alors, on va dans le dossier du programme et on va donc dans le dossier source. Il est ici et il n'y a rien d'autre avec. Maintenant, on va se déplacer dans le dossier debug. Alors, debug, c'est un dossier qui va contenir des fichiers compilés et notre exécutable de debug. Vous avez le programme à exécuter qui se retrouve ici. Et vous voyez qu'en fait, il y a aussi un dossier source qui a été créé dans debug. Ce dossier source, il va contenir les fichiers .o qui correspondaient à vos fichiers de code C++. Donc ça, c'est le fichier .o qui correspondait à ce fichier C++ ici. Et on a donc le programme ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter, ce programme-là, dans un terminal, et surtout, on va aller regarder, on va aller chercher des informations en plus sur cet exécutable Unix. Alors, avec un clic droit dans l'explorateur de fichiers, on peut directement ouvrir un terminal, ce qui sera assez pratique. Et puis, on va commencer par lancer le programme pour quand même vérifier que c'est bien lui. On lance le programme, il dit « Hello World », pas de surprise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande file. Et cette commande-là, elle nous permet d'avoir des informations sur un fichier donné. Et donc là, il commence déjà à y avoir des choses intéressantes. Première chose, c'est du 64 bits, architecture, jeu d'instruction plutôt, pour être précis, x86-64. Ça, c'est la première info intéressante. Deuxième info intéressante, il y a des infos de debug dans cet exécutable qui s'appelle mon programme. Troisième info, il est lié dynamiquement à des choses. Pour voir à quelle bibliothèque un programme est lié dynamiquement, sous Linux, on peut utiliser la commande LDD avec mon programme également. Et là, on voit qu'en fait, notre programme, c'était pas juste le fichier O qu'on avait ici. Le programme, il contient le fichier O, mais il est aussi lié dynamiquement à tout un tas de fichiers à l'extension .so. Donc SO, c'est l'extension pour les librairies dynamiques sous Linux. Sous Windows, par exemple, c'était .dll. Sous macOS, c'est .dylib, DYLIB. Sous Linux, c'est .so. Et vous voyez qu'en fait, donc, le programme, il est lié à tout un tas de librairies et on va en reparler un petit peu plus en repassant à de la théorie. Ce qu'on avait dit, c'était que notre programme, mon programme, il avait été créé à partir d'un seul fichier source, .cpp, qu'on avait d'abord compilé en un fichier .o, puis qu'on avait, via le linker, transformé en un exécutable Unix. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé, c'est que GCC, qui est le compilateur linker, automatiquement, il a aussi lié des librairies standards, notamment libstud C++, donc la librairie standard du C++. Il avait aussi lié la libc et d'autres librairies dynamiques, tout en extension .so. Et donc ça a été fait automatiquement par GCC. On n'a pas dû le configurer dans Eclipse. Maintenant, le problème, c'est que toutes ces fonctions standards, des librairies standards, par exemple stud-cout, pour écrire dans la console, ou les fonctions pour ouvrir des fichiers, etc., etc., toutes ces fonctions-là, elles devaient être déclarées pour pouvoir être utilisées dans notre fichier C++. La déclaration, elle a été faite dans un fichier qui est dans le système Linux, qui s'appelle iostream, qui est un fichier header. Il n'a pas l'extension .h, mais c'est un header quand même. Et en fait, il contient les déclarations des fonctions de toutes les librairies standards incluses automatiquement. Alors, iostream, c'est un fichier texte. On peut le retrouver sur le système Linux. On va le faire d'ailleurs. Et ce fichier-là, il est inclus dans notre fichier source. Ça avait été fait automatiquement par Eclipse lorsqu'il a créé un fichier C++ par défaut. Alors ça, c'est pour la phase de développement et de compilation. Maintenant, quand notre programme il est terminé, donc quand mon programme est terminé, et qu'on le démarre, au final, mon programme va être lié dynamiquement à toutes les fonctions incluses
dans libstud C++, dans libc et dans toutes les autres librairies dynamiques du système Linux. Ça permet d'avoir un programme qui a une taille raisonnable et qui est capable d'utiliser plein d'autres librairies. Parce que le truc important à noter ici, c'est que toutes ces librairies dynamiques ici du système, à aucun moment elles ne seront copiées dans l'exécutable final. L'exécutable, ce qu'il connaît, c'est uniquement des sortes de références vers les bibliothèques du système. Alors, une deuxième chose importante à noter, c'est que pour un exécutable d'une architecture donnée, par exemple x86-64, les librairies dynamiques devront évidemment être de la même architecture. Parce que des instructions assembleurs d'un certain type ne pourront pas utiliser des instructions assembleurs, parce que c'est bien ça qu'on a là-dedans, d'un autre type. Maintenant, on revient à notre station de développement et on va aller regarder un petit peu où sont toutes les librairies standards pour le C et le C++. Alors pour ça, on va aller à la racine du système de fichiers et on va aller dans le dossier user. Là-dedans, il y a deux dossiers qui vont nous intéresser particulièrement, c'est le dossier include et le dossier lib. Alors lib, ça va contenir les bibliothèques, les librairies elles-mêmes, donc le code source, le code source compilé des bibliothèques du système, et include, ça va contenir tout ce qu'on va inclure, donc les headers, qui contiennent les définitions des fonctions qui sont vraiment implémentées là-dedans. Alors tout d'abord dans lib, on va essayer par exemple de retrouver la lib standard du C++. Vous voyez qu'il y a un paquet de choses là-dedans. Alors ici on voit qu'il y a un paquet de choses. Vous pouvez descendre un petit peu pour voir toutes les points SO eux-mêmes. On clique dessus. Pour aller chercher, on peut taper du texte tout simplement. Et par exemple, là vous avez bien la lib stud C++. Qui était, hop là, celle-ci. Donc vous avez la lib standard C++. Voilà, donc ça c'était la lib du C++. La libc va être un peu au-dessus. Enfin bref, là vous avez toutes les librairies qui sont dispo dans votre système Linux. Ça c'est donc pour les implémentations compilées de tout un tas de bibliothèques. Maintenant, si vous voulez les utiliser dans vos programmes, il va falloir que les déclarations soient incluses à vos fichiers. Et en fait, dans Eclipse, quand vous faites un include avec les chevrons plutôt que les guillemets, donc ça c'est les guillemets. Donc ici, automatiquement, quand il y a des chevrons, on va aller chercher les headers dans le dossier include. Et si vous allez regarder là-dedans, vous avez tout un tas d'include. Et en particulier dans le dossier C++, eh bien, on a le include qu'on met systématiquement en C++, qui est, alors je cherche un petit peu, IOStream ici. Donc en fait, le IOStream, qui est inclus dans votre fichier de code C++, eh bien, c'est ce fichier-là. On va maintenant revenir au schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ce schéma-là, c'était le schéma de notre petit projet Eclipse avec pas grand-chose. Donc un fichier source qui est compilé en .o, le tout linké avec des librairies standards qui elles-mêmes étaient déclarées dans le header IOStream qui avait été inclus dans notre fichier source. Donc toutes ces choses-là vont être linkées avec un link dynamique pour les bibliothèques du système et tout ça, ça forme mon programme l'exécutable. Maintenant, ça c'est un programme qui est très simple parce qu'il contient un seul fichier source. Vous devez savoir qu'on aime bien séparer les programmes en plusieurs fichiers sources. En fait, à un moment, on est obligé de toute façon. On va donc faire ça. On a un deuxième fichier source, source2.cpp, qui lui-même va être compilé en un autre fichier objet .o, source2. Maintenant, supposons que les fonctions, les fonctionnalités compilées dans ce fichier-là, supposons qu'on veuille les utiliser dans notre fichier source1.cpp, compilé en source1.o. Si on veut faire ça, pour ne pas avoir d'erreur de compilation, il faut d'abord que source2.h existe. D'abord, il faut le faire, ce fichier header.
Source2.h devra déclarer les prototypes de toutes les fonctions qui sont implémentées dans source2.cpp. Et source2.h devra évidemment être inclus dans source1.cpp pour que ce fichier-là sache que ces fonctions existent. Et ensuite, c'est le linker qui, après la compilation, du coup, fera le lien entre des références de fonctions dans source1.o et puis les vraies implémentations de ces fonctions dans source2.o. Et en fait, ça, c'est une grosse partie du travail du linker. C'est de faire les liens entre les références vers des fonctions externes à un fichier .o. Tout ça, ça va donc former l'exécutable final Unix, mon programme. Alors, rien de nouveau normalement pour vous là-dedans. On va voir tout de suite ce que ça donne dans Eclipse et puis on va aller voir où sont stockés les nouveaux fichiers .o pour les fichiers sources supplémentaires. Nous revoilà dans Eclipse et on va, pour ajouter un CPP et un .h automatiquement, ce qu'on va faire en fait c'est ajouter une classe C++. Alors ça va être une classe très très simple, on va même pas mettre ni constructeur ni destructeur. Cette classe, on va l'appeler console logger par exemple. Sa fonctionnalité, ce sera juste d'afficher Hello World dans la console. Ok, donc ça c'est bon, elle sera ajoutée dans le dossier source et on aura un fichier CPP avec les implémentations et un fichier .h. Ok, donc dans notre classe console logger, on va déclarer une seule fonction très bête, une fonction statique, qui ne renvoie rien. Et cette fonction, elle va faire say hello. Pour déclarer une fonction, je vous dis ou je vous rappelle, on sait que on doit écrire du coup le prototype avec le nom de la fonction, les paramètres, ici il n'y a rien, c'est void, les arguments plutôt, et le type de retour. Ici la fonction ne va rien renvoyer non plus parce qu'elle va juste dire hello. Alors ça c'est pour le .h qui donc est très très simple. Maintenant on va passer au CPP. Alors d'abord vous voyez que dans include console logger il n'y a aucun autre include standard donc ça va poser un problème. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller recopier ce include ici dans le .h qu'on avait ici. Ok. On passe à console logger et maintenant il va falloir implémenter pour de vrai la fonction qu'on a déclarée ici. Donc là on dit la fonction va exister et ici on va écrire le corps de la fonction. Notre fonction elle était dans la classe console logger et elle s'appelait say hello. Ok, donc le corps de la fonction ce sera très simplement std_cout hello world. Là maintenant, c'est implémenté. Ce qu'on peut faire pour vérifier que tout soit bon, c'est faire un build. Et là, on voit que, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va utiliser cette fonction-là dans le fichier CPP principal. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir inclure le header. Ce qui permettra à ce fichier CPP de savoir que la classe console logger et la fonction sayHello existent. Donc on fait ça, on va inclure avec des guillemets cette fois parce que c'est un header local. On va inclure console logger.h. Et maintenant, plutôt que de faire ça, ce hello world ici, directement, on va appeler la classe console logger. Donc c'est une méthode statique, on n'a pas besoin d'instancier la classe. On va bêtement appeler la fonction sayHello. Voilà, donc là on a notre programme. On va recompiler pour voir que ça marche bien. Et la fonction était privée, oui, évidemment. Donc ici, on met ça en public. Ok, on retourne là-dedans. On compile. Et donc là, il n'y a pas d'erreur de compilation. On va lancer le programme en debug toujours. Le programme s'arrête au niveau de la fonction main. Ça, c'est automatique dans Eclipse. On ne va pas chercher à le changer. Et donc là, le programme affiche bien Hello World. Et le Hello World, c'était celui qui était implémenté ici. Bon, ça, c'était un exemple ou des rappels. Maintenant, on va repasser en mode
ici développement, c'est C++, on va aller voir nos dossiers sources et puis surtout notre dossier debug. Donc on retourne dans l'explorateur de fichiers, workspace, mon programme. Et dans les sources, on a bien notre programme principal, le fichier principal, source 1 si vous voulez, .cpp. Et puis ça, c'est les sources qu'on rajoute avec ce truc-ci qui a été inclus là-dedans pour que lui puisse utiliser celui-ci. Maintenant, si on va dans le dossier debug, je vous rappelle que le programme il est là, ça c'est l'exécutable final, le truc qu'on peut lancer dans la console. Mais dans le dossier source, eh bien, vous avez toujours automatiquement GCC qui va compiler tous les fichiers C++ qu'il trouve en des fichiers .o qui correspondent à la compilation des fonctions implémentées là-dedans. On va passer à la dernière chose que je voulais vous montrer pour cette première vidéo, c'est l'utilisation de la compilation en mode de debug ou en mode de release. Alors, quand on fait du développement, on a des bugs, personne ne code parfaitement du premier coup. On a des bugs et du coup, on veut pouvoir utiliser le debugger, les breakpoints, etc. etc. Maintenant, c'est aussi intéressant de faire un programme en mode release quand c'est terminé pour avoir les meilleures performances possibles. En particulier, pour le cours de système temps réel, c'est super important d'avoir des programmes qui fonctionnent vraiment comme on s'y attend et donc de compiler les programmes en mode release. Alors, pour compiler en mode release, c'est assez simple. Vous allez au niveau du petit marteau là, on clique sur le menu déroulant et on va compiler en mode release. Ça fonctionne, il n'y a pas grand chose qui change. Donc là, ce qu'on a, c'est un programme qui a été compilé de manière optimisée. On en parlera plus dans les prochaines vidéos. L'exécutable, il est ici. On va aller voir dans le système de fichiers. Donc on va dans mon programme. On a eu un dossier release qui a été créé ici. Et on a bien notre exécutable, mon programme. Comme on avait fait tout à l'heure, on peut ouvrir un terminal ici. OK. Dans le dossier release. Et puis ce qu'on va faire, c'est à nouveau utiliser la commande file pour avoir des informations sur mon programme. Et donc ici, on a toujours un programme avec des links dynamiques. On a toujours un programme qui est sur la même architecture, avec le même jeu d'instructions assembleur. Par contre, si vous regardez vers ici, vous voyez qu'il n'y a plus les informations de debug dans ce programme. On peut le lancer. Mon programme, ce sera le même, il va faire la même chose en tout cas. On peut aussi relancer LDD, je vous rappelle, donc c'est la commande qui permet d'afficher les librairies dynamiques qui sont liées à ce programme. Et puis c'est les mêmes librairies dynamiques. Le programme utilise les mêmes fonctionnalités, peu importe qu'il soit compilé en debug ou en release. On va retourner dans Eclipse et ce qu'on va faire, c'est plutôt que de lancer le programme dans la console, on va le lancer directement, la version release du programme, on va la lancer directement dans Eclipse. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, mais vous allez voir que ça ne fonctionne pas, c'est cliquer sur Run ici, et puis lancer le programme, on suppose que ça va être le programme release. Et en fait, quand on fait ça, on a bien un programme qui est lancé, mais vous voyez que c'est le programme de debug qui a été lancé. Parce que là, il faut utiliser une fonctionnalité très intéressante d'Eclipse qu'on va utiliser beaucoup pour faire du cross-développement. C'est pour ça que je l'introduis dès maintenant. Ce qu'on va utiliser, c'est les Launch Configurations. Alors, pour ça, on va aller dans... On va faire un clic droit sur le projet. On va faire Run As. Et on va aller voir toutes nos Run Configurations. Vous voyez qu'il y a déjà une Run Configuration de base qui existe, qui était mon programme, qui lance le programme en mode de debug. Ça, c'est la configuration pour faire du développement, si vous voulez, pour travailler et faire du debug. Ici, on est dans la catégorie des applications C++. J'en profite tout de suite pour attirer votre attention sur cette catégorie-là qu'on utilisera quand on fera du cross-développement. Remote Application, ça veut dire application à distance. Et en fait, Eclipse, il est capable de lancer une application non pas seulement sur la machine de développement, qu'on appelle la machine hôte, mais Eclipse, il sera aussi capable de lancer une application à distance, par exemple sur un Raspberry Pi, parce que c'est ça qui nous intéresse, in fine. Eclipse sera capable de lancer une application à distance et il sera même capable de débugger une application sur la machine cible, sur le Raspberry Pi cible. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous, on va juste créer une autre Launch Configuration,
locale sur notre machine. Alors pour ça, on se met dans la catégorie C++ Application. On crée une nouvelle configuration et Eclipse, intelligemment, automatiquement, il s'est dit qu'on voulait une configuration de release parce qu'on n'en avait pas encore. Donc, il a créé une nouvelle configuration de nom mon programme release. Alors, on va lui dire de n'utiliser que les builds de release. Et pour être sûr, on va aller chercher l'application à lancer dans le projet. Ce sera, hop là, ce sera celle-ci. On ajoute ça ici, on applique et on ferme la fenêtre avant de regarder ce qui s'est passé. Alors ici, dans ce menu déroulant ici, on avait l'ancienne launch configuration de debug et on a la nouvelle pour le release. Maintenant, si on démarre, si on lance le programme, eh bien, on a la même sortie console. Mais ça, c'est parce que c'est le même programme qu'on compile. Par contre, c'est la version release du programme qui a été lancée dans la console ici. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu avant de passer à la deuxième. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était clairement pas le langage C ou le langage C++ en lui-même. Ça, je considère que soit vous avez déjà des bases, soit on en discutera en cours. L'objectif, c'était vraiment de faire des rappels sur la structure des programmes avec les headers, les librairies dynamiques, les fichiers C++ qu'on ajoute dans nos projets, tout ça. Ce que je vous ai aussi présenté dans cette vidéo, c'est les commandes file et LDD, donc les commandes du terminal qui sont assez utiles pour avoir des informations sur un exécutable, par exemple pour voir à quelle librairie dynamique il est lié. Ce sera assez important pour faire de la cross-compilation. Et la dernière chose qu'on a vue, qu'on va aussi réutiliser pour la cross-compilation, eh bien, c'est les Launch Configurations de Eclipse, donc les configurations de lancement qui étaient dans ce menu ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo.